Salut, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va pas mal bien. Un peu occupé en ce moment, mais c'est une phase et il faut ce qu'il faut. J'espère que vous profitez des dernières semaines de vacances. Ça, par contre, c'est important. Vous avez remarqué, je suis sûre que le nom de la chaîne a un petit peu changé et du coup, mon arrière-plan aussi a subi un léger changement. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce nouveau nom. J'ai un petit peu tout expliqué le pourquoi du comment de cette décision dans le post que vous pouvez aller lire dans l'onglet communauté, mais je voulais juste insister sur le fait que la chaîne reste la même, le concept ne change pas, je ne change pas, c'est juste un upgrade vers un nom qui colle plus à ma personnalité et à la personnalité de la chaîne, et j'espère vraiment que ce changement sera pour le mieux. Waouh, je réalise que je commence la vidéo avec beaucoup de j'espère, mais écoutez, il n'y a rien de mieux que l'espoir dans la vie. Après tout, l'espoir fait vivre, comme on dit. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et pourquoi pas de partager puisque c'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est seulement grâce à vous que cette chaîne pourra peut-être un jour avoir sa place sur YouTube. Pour l'histoire d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire qu'elle n'était pas censée être autant développée. À la base, j'allais juste vous raconter l'histoire étrange que Daniel Stern a vécue en Angleterre, sauf qu'en creusant un peu, je ne pouvais pas m'empêcher de m'arrêter à cette expérience sans vous raconter toute l'histoire autour de ce village paumé dans les Landes anglaises. Alors, plongeons ensemble dans les tréfonds de White Camp. Vous connaissez tous Daniel Stern. Même ceux qui pensaient ne pas le connaître, maintenant que je vous ai mis sa photo, je suis sûre que vous savez qui c'est. C'est THE acteur qui nous a fait tous rire, notamment dans des films cultes comme Maman j'ai raté l'avion ou encore dans La vie est belle. Daniel n'est pas particulièrement attiré par le surnaturel et les films d'horreur n'étaient pas vraiment son truc. Et pourtant, il vivra l'expérience qu'il décrira être la plus flippante et déstabilisante de sa vie. Daniel Stern s'est marié à l'actrice Lor Matos le 19 octobre 1980. Le couple a choisi de célébrer leur union de manière discrète, loin des projecteurs hollywoodiens. Pour leur lune de miel, ils avaient décidé de partir explorer l'Angleterre. Le couple a d'abord passé quelques jours à Londres pour profiter de l'effervescence de la ville et de ses rues chargées d'histoire. Ensuite, ils se sont loués une petite voiture pour traverser la campagne anglaise. Puisque, comme ils le disent tous les deux, ils étaient vraiment fascinés par les landes mystérieuses du Devon et par leurs collines voilées de brume et leurs villages qui semblaient figés dans le temps. Daniel raconte qu'ils ont passé quelques jours à conduire à travers les routes montagneuses des Highlands écossaises et qu'ils avaient vu pas mal d'églises sur leur chemin. Pour les derniers jours de voyage, ils sont allés dans une partie de l'Angleterre appelée les Moors. Daniel tenait particulièrement à y aller parce qu'il reliait les terres du Moors à un lieu de mystère. Tout ça grâce aux intrigues de Sherlock Holmes. Du coup, Lor avait réservé un bed and breakfast dans une petite ville dans les Moors qui s'appelait Tavistock. Donc, ce matin-là, Daniel et Lor avaient embarqué dans leur voiture en direction de cette auberge de Tavistock. Alors qu'ils traversaient les Landes, ils étaient tous les deux émerveillés par ce brouillard qui couvrait la verdure avec une densité presque parfaite. Puis, ils ont aperçu au loin un clocher d'église qui trônait sur sa tour au loin. Curieux, ils se sont dit qu'il n'y aurait pas de mal à y aller et à y jeter un coup d'œil directement, surtout qu'en plus, ils pourraient vérifier qu'ils sont bien sur le bon chemin avec les habitants du village qui entourent ce clocher. Daniel a alors roulé en direction de ce clocher et le couple s'est arrêté à White Camp. Ils se sont garés sur la grande place de la ville. Elle était facilement reconnaissable par l'église et son clocher qui est trôné juste au centre. White Camp avait le charme des petites villes anglaises typiques, avec le petit pub et la place centrale. Daniel et Lor étaient déjà sous le charme des campagnes anglaises. Alors, ils n'avaient pas du tout hésité à débarquer de la voiture pour explorer un peu et pour vérifier leur chemin avec un habitant. Bien au contraire, ils étaient extrêmement contents de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes.
Sauf que cette petite ville avait une aura différente des autres charmantes petites villes où ils s'étaient déjà arrêtés. Alors qu'ils marchaient tous les deux dans les rues de Whitecamp, un sentiment de malaise a commencé à les submerger et un inconfort inexplicable s'est installé. Et pendant qu'ils processaient tous les deux leurs sentiments, ils ont vu une scène vraiment étrange. Une quarantaine de personnes dans la rue. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Tous habillés en noir. Et tous marchaient à un rythme délibérément long vers les portes de l'église. Et comme si ce n'était pas déjà assez bizarre, aucune de ces personnes ne parlait. Ils marchaient tous lentement, en silence et en regardant droit devant eux, mais avec un genre de regard vide et sans expression, comme si aucune de ces personnes n'était consciente de son environnement, comme si aucune de ces personnes n'était animée de sentiments en fait. À ce stade, le couple voulait juste foutre le camp de cet endroit et retourner sur la route pour aller à Tavistock. Ils cherchaient rapidement du regard quelqu'un à qui ils pouvaient parler. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Une femme habillée d'une longue robe noire avec un voile noir sur la tête qui était debout juste devant l'église. Ils se sont approchés d'elle et Laure lui a demandé si elle pouvait leur indiquer le chemin pour Tavistock. À ce moment-là, la femme a levé son voile et les a regardés. Et le sang du couple a gelé dans leurs veines tellement ils avaient eu peur. Les yeux de cette femme étaient complètement blancs. Et comme s'ils n'étaient pas déjà assez effrayés, la femme s'est mise à parler en langue et avait vraiment l'air d'être possédée. Daniel et sa femme étaient bien sûr terrorisés, mais ce qui était drôle, c'est qu'ils étaient restés assez polis pour la laisser finir avant de tracer une ligne droite vers leur voiture. Honnêtement, à leur place, vu le malaise qu'ils se sentaient dès le début, je ne suis pas sûre de vouloir demander mon chemin à quelqu'un de cette ville, et en supposant que je l'aurais fait, j'aurais certainement pris la fuite dès les premiers mots de la dame. Oui, je suis vraiment une flippette dans la vie, puis je m'assume, safety first. De toute façon, je laisse la politesse pour une autre fois. D'ailleurs, parlant de politesse, oubliez pas de cliquer sur le petit bouton abonner, c'est une petite forme de politesse, que de s'abonner à ma chaîne et de m'encourager. Promis, vous serez pas déçus. Bref, le couple a rapidement embarqué dans sa voiture et Daniel a appuyé sur le champignon pour quitter Whitecamp le plus rapidement possible. Les deux tremblaient quasiment de peur et de panique et leur cerveau n'assimilait pas encore ce qu'ils avaient vécu. Mais ce n'est pas fini, puisqu'ils venaient à peine de sortir de Whitecamp quand ils ont entendu un bruit sec et métallique. Un de leurs pneus venait d'éclater. Imaginez juste la scène. Ce jeune couple, complètement terrifié, au bout de sa vie, et coincé en pleine lande sans aucun moyen de communication. Leur option la plus logique aurait été de revenir à Whitecomb pour demander de l'aide. Ça aurait fait un bon début de film d'horreur, ça. Mais vu qu'on est dans la réalité et considérant les événements dont ils venaient juste d'être témoins, ils ont catégoriquement mis de côté cette option et ont décidé de rouler jante contre goudron jusqu'à atteindre leur auberge à Tavistock, qui était à environ 16 km de leur position. Lorsqu'ils sont arrivés au bed and breakfast, ils étaient blancs comme neige et ils tremblaient littéralement de peur. En les enregistrant, l'aubergiste inquiet de les voir dans cet état leur a demandé s'ils allaient bien. Et là, ils lui ont raconté leur petit tour du côté de Whitecomb. Et comme réponse, l'aubergiste leur a dit qu'ils n'auraient surtout pas dû aller à Whitecomb, que personne n'y va jamais, parce que c'est un village hanté avec beaucoup de morts qui s'y promènent. Il paraît que, dans les années 1600, un incident horrible s'était produit dans ce village. Un dimanche, alors que quasiment tout le monde était à l'église, un tonnerre a frappé le clocher de l'église et a entraîné l'effondrement du bâtiment qui a enseveli toutes les personnes à l'intérieur, donc quasiment tout le village, enfin la majorité du village. L'événement était si traumatisant et dramatique que la ville l'aurait absorbé, et maintenant les victimes revivraient en boucle cette journée fatidique. Donc, ces gens que Daniel et Laure avaient vus se promener étaient en fait des esprits bloqués dans leur propre purgatoire. Ils ne peuvent pas partir et ils ne peuvent pas rester. Ils sont comme contraints de revivre cette tragédie en boucle. Cette histoire s'est déroulée il y a déjà 45 ans, mais Daniel et Laure s'en souviennent comme si c'était hier.
et ils pensent a posteriori que tout dans cette ville leur crie de partir même avant de voir ces personnes dans les rues. C'est juste que parfois on a tendance à pas écouter assez rapidement notre instinct. Mais attendez, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment l'histoire que Daniel Stern a racontée lui-même à plusieurs reprises dans certains médias. Et cette histoire m'a tellement fascinée que je me suis mise à chercher ce village sur internet, le fameux Whitecomb dans les Moors. Et v'là-t-il pas que je tombe sur une page qui lui est dédiée. Ce qui est bizarre car j'ai quasiment jamais vu de ville fantôme avec un site web de la ville. Du coup, mon esprit critique toujours au rendez-vous, je me suis dit pourquoi pas creuser un petit peu plus. Et là, je tombe sur une réponse que le chargé de com de la ville de Whitecomb, un certain A.E. Bird, a envoyé à plusieurs personnes qui demandaient des informations à propos de ce qu'a vécu Daniel Stern. Et ironiquement, son courriel commençait par « Hello America ». Je trouvais ça drôle car pour eux, ils avaient des lores et des légendes, mais jamais leur ville n'a été autant connue que depuis que Daniel Stern a raconté son histoire. Alors, selon Monsieur Bird, l'église dont il est question et qui trône toujours au centre du village de Whitecomb est l'église de Saint-Pancras, dont l'aspect actuel date du XIVe siècle d'ailleurs. Il est vrai que le dimanche 21 octobre 1638, un terrible orage s'est abattu sur la vallée et une foudre a frappé l'un des 4 pinacles de la tour de l'église alors que celle-ci était pleine à craquer. Sous le choc, le pinacle s'est effondré à travers le toit de l'église et a malheureusement entraîné 60 blessés et 4 morts, dont l'une des ancêtres de Bird, une certaine Susanna Bird. D'importants dommages ont été causés à la structure, et des parties de la tour ont été projetées sur 400 mètres car ils ont été retrouvés dans le Manor House Garden qui se trouvait au nord de l'église. Bird explique qu'il y a un manuscrit détaillé de l'événement à la bibliothèque Bodleian de l'université d'Oxford qui a été rédigé par Richard Hill, un enseignant de l'école à l'époque, et il l'a rédigé quelques mois après l'incident. Dans ce manuscrit, on peut lire le témoignage des témoins de l'incident, incluant Richard lui-même. Il raconte que l'atmosphère s'était étrangement assombrie avant qu'un tonnerre puissant ne gronde et qu'une grande boule de feu ne lacère le toit. Cette boule de feu aurait rebondi à travers l'église, tuant certains fidèles et en brûlant d'autres. Par exemple, le ministre anglican George Lyde était indemne, alors que sa femme a été littéralement carbonisée. Le responsable local, Robert Mead, a été projeté si violemment contre un pilier que son frein a été fracassé, laissant une indentation sur le pilier. Un certain gentleman du nom de Master Hill, qui est d'ailleurs le frère de Richard Hill, qui a rédigé ce fameux manuscrit, a été violemment projeté contre un mur et est mort durant la nuit suite à ses blessures, alors que son fils, qui était assis juste à côté de lui, n'a rien eu. Un chien se serait apparemment enfui par la porte et aurait été happé par une mini-tournade pour ensuite tomber raide mort. Apparemment, certaines personnes auraient même subi des brûlures au corps, mais leurs vêtements étaient restés intacts. Aujourd'hui, à l'avant de l'église, on peut voir 2 grandes dalles de granit sous lesquelles toutes celles et ceux qui sont morts ce jour-là sont enterrés. L'une des dalles porte l'inscription 21 octobre 1638. Maintenant, il faut comprendre qu'au XVe siècle, les superstitions étaient monnaie courante. Donc, si quelque chose de bien se produisait, c'était l'œuvre du Seigneur. Et si quelque chose de mal ou d'incompréhensible arrivait, on l'attribuait au diable. Donc, après cet incident, une légende est née à travers les ragots du village. Et cette légende veut que ce fameux dimanche, le diable était venu à Whitecomb pour réclamer l'âme d'un certain Jan Richard, un joueur de cartes notoire qui avait l'habitude de parier et de jouer derrière l'église. Jan se serait réfugié dans l'église et le diable, pour aller le chercher, aurait attaché son cheval à l'un des pinacles de l'église. Puis, une fois qu'il avait mis la main sur Jan, dans sa précipitation à galoper loin de cet endroit, il a oublié de détacher son cheval, ce qui a tiré le pinacle de l'église et aurait causé son effondrement. Alors que le diable galopait à travers les landes du Dartmoor avec son prisonnier, 4 as sont tombés de la manche de Jan et ont atterri sur le sol. Ces cartes se seraient transformées en 4 champs qui sont visibles aujourd'hui et qui ont la forme de cœur, de diamant, de pique et de trèfle. L'histoire est vraiment fascinante et je ne pensais pas la décortiquer autant.
mais je vais déjà essayer d'éclaircir ce que je suis capable d'éclaircir. Commençons déjà par l'histoire de la boule de feu. Bien que l'histoire de cette boule de feu vengeresse puisse être incroyable et ressembler à une punition divine, ce qui est plus probable, c'est que c'était une foudre globulaire, qui est en soi un phénomène rare et incroyablement intimidant à observer. C'est un phénomène météorologique qui reste encore mal étudié et mal élucidé, mais qui est tout à fait naturel, et justement, les événements de Whitecomb comptent comme l'un des premiers cas enregistrés de cette foudre. Donc, c'est un peu attendu que d'assister à un phénomène pareil dans une église au XVe siècle va automatiquement entraîner des superstitions et des histoires de punition divine, surtout que des personnes assises côte à côte n'ont pas eu le même sort. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'un phénomène naturel ne peut pas exclure une punition divine, non? Tout dépendant de notre point de vue et de nos propres croyances. Ce que je ne m'explique pas par contre, ou du moins je ne m'explique pas entièrement, c'est comment une personne peut brûler alors que ses habits sont intacts. On s'entend que quand il y a brûlure, il y a les habits qui brûlent avant la chair, non? Après, ça me fait un petit peu penser aux incidents de combustion spontanée. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dites-moi dans les commentaires vos théories à ce sujet, qu'on en discute un peu. Maintenant, pour ce qui est des champs en forme de carte à jouer, selon Bird, ces champs faisaient partie d'une ancienne entreprise minière d'étain, et leur forme étrange est simplement due à l'érosion du temps et à l'agriculture. Mais aucun diable ne les a foulés de ses sabots. Une explication qui, personnellement, me convainc beaucoup plus, bien que l'histoire et le folklore soient plus distrayants à mes yeux. Je n'ai pas oublié, bien sûr, que notre point de départ était l'histoire de Daniel Stern et de sa femme. Je ne dis pas que Stern ou que sa femme mentent. De toute façon, ils n'ont aucun intérêt à le faire et leur témoignage paraissait vraiment sincère. Mais il est possible qu'ils aient débarqué dans le village un dimanche où il y avait le service mortuaire d'une personne, puisque Bird explique que dans les zones rurales du Devon, lorsqu'il y a des funérailles, la plupart des habitants s'habillent en noir et vont rendre leur dernier hommage aux défunts. Et que, généralement, dans ce genre d'événement, l'humeur globale est plus solennelle et sombre. Donc, vu qu'ils étaient déjà un peu perplexes par rapport au village qui semblait désert, de voir toutes ces personnes un peu monotones les a mis un petit peu on the edge. Puis, le bouquet final pour eux était cette dame. Mais en vrai, si on rationalise, cette dame pourrait juste être une vieille personne aveugle et un peu démente qui a juste croisé leur chemin. Donc, la peur et l'adrénaline les ont un petit peu laissés surinterpréter tout ce qui les entourait, surtout qu'au final, la femme n'a rien fait que leur parler et ils ont écouté jusqu'à la fin avant de partir complètement flippés par l'ambiance globale. Après, ça c'est juste mon explication personnelle, avec laquelle je ressors parce qu'on s'entend que le village est tout sauf fantôme. Ce village vit, il a de la visite, il a des activités et tout le tralala qui s'ensuit. Vous pouvez bien sûr vous faire votre propre avis et ne pas du tout être d'accord avec moi. Je vais aussi vous donner une explication paranormale. Alors, peut-être qu'ils sont allés à Whitecomb. Pour vrai, ils ont vraiment visité Whitecomb, mais qu'ils ont traversé un genre de brèche spatio-temporelle, d'où le brouillard et le fait que ce village ne semblait pas avoir de l'électricité, alors que Whitecomb, tel qu'il est aujourd'hui, a tout le confort de la modernité. Donc, un peu à la Silent Hill, ils auraient traversé une brèche qui les a peut-être conduits à Whitecomb in the Moors, mais dans une autre dimension ou un autre espace-temps où ils avaient réellement rencontré des esprits ou des gens bizarres et l'esprit d'une dame qui parle en langue. Tout est possible, donc on évalue toutes les possibilités. Maintenant, avec toutes les explications et les clarifications, c'est sûr, du moins à mes yeux, que l'hypothèse la plus probable, c'est que Daniel et sa femme sont juste tombés lors d'un service funéraire et que l'ambiance globale du village et l'enchaînement des événements a fait que leur esprit a surinterprété la situation. La seule chose par contre que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens du Bed and Breakfast leur ont dit que c'était un village fantôme et qu'il ne fallait surtout pas y aller et que personne n'y allait, surtout que les pauvres ils étaient effrayés. À mes yeux, la seule explication qui me vient en tête, c'est juste la mauvaise blague qu'ils voulaient faire aux touristes. Je ne vois rien d'autre parce que c'est quasiment un bed and breakfast voisin du village, puisqu'il n'y avait que 16 kilomètres de distance qui les séparait. Donc, ils devaient sûrement bien connaître ce village.
Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec mon explication ou si vous aviez une autre théorie en plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'expérience paranormale de Daniel Stern dans les Moors. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne pensais pas que j'allais développer autant cette histoire, mais j'ai été tellement intriguée de voir un site web d'un supposé village fantôme que je n'ai pas pu m'empêcher de creuser plus, et honnêtement, je suis contente de l'avoir fait. Si vous êtes arrivés jusque-là, dites-moi c'était quoi votre meilleure activité cet été, ou plutôt c'était quoi votre meilleur moment. Sur ce, on se revoit très bientôt j'espère. Ne vous inquiétez pas si je publie moins en ce moment, c'est juste que j'ai quelques affaires à régler et après ça va se rétablir. Ça va me prendre peut-être pour les 2 prochains mois à tout casser, puis on va repartir de plus belle. En attendant, je vais essayer de publier des shorts pour compenser un petit peu bien sûr. Alors, amusez-vous bien, profitez de chaque jour comme si c'était le dernier, donnez-vous à 1000%, soyez bienveillants parce que ça c'est vraiment primordial et surtout restez safe. Ciao!